Je vais vous parler d'énergie renouvelable, mais je voudrais replacer le contexte de l'énergie. Moi, j'étais parti du monde, de l'Europe, de la France et de la Champagne-Ardenne et de la Picardie, avant d'arriver à ce qui existe autour de vous, à Château-Thierry. Tous les chiffres, on a à peu près les mêmes, hein. Donc l'avantage des chiffres, c'est qu'on fait des camemberts, des courbes, des histogrammes. Et donc, selon les différentes présentations, d'ailleurs, vous pourrez les retrouver présentés différemment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est en bas. C'est qu'aujourd'hui, il y a 2 milliards d'individus qui n'ont pas accès à l'électricité. En 2030, on sera 3,5 milliards de plus. Donc, est-ce que c'est les 3,5 milliards de gens qui ne sont pas nés aujourd'hui, mais qui vivront en 2030, est-ce qu'ils seront... ils feront partie des gens qui ont accès à l'électricité ou ils ne feront pas partie des gens qui ont accès à l'électricité. Il y a un candidat au présidentiel il y a quelques années qui avait fait toute sa campagne sur la fracture sociale. Après, on a parlé de la fracture numérique. Je suis, moi, convaincu qu'il existe aussi une fracture énergétique. On a avec Total, qui est un acteur énergétique mondial qui n'est pas présent ce soir, on a développé des programmes photovoltaïques, donc de récupération d'énergie électrique à partir du solaire, dans le sud marocain, pour mettre chez des gens qui n'ont jamais eu accès à une source d'énergie, une prise de courant, enfin 3 prises de courant, l'une pour le frigo, une pour un réchaud électrique et la troisième pour la télé. Et donc vous faites passer les gens directement du XIIIe siècle au XXIe siècle. Et ça change complètement la vie. Parce que, quand on interroge les mères de famille, on dit mais l'électricité pour vous c'est quoi? Eh bien la mère vous répond bah, ça me permet, avec l'ampoule qu'il y a dans la seule pièce de la maison, ça me permet d'écraser les scorpions la nuit avant de coucher les enfants. Comme ça, les enfants ne se font plus piquer par les scorpions. Ça permet aussi aux enfants, l'électricité, de faire les devoirs le soir. Après 17 h, il fait nuit. Bon. Ça permet aux femmes de ne pas passer leur temps, le matin comme l'après-midi, à aller chercher du bois et, pour faire la cuisine. Et ça permet aussi aux femmes, c'est souvent les femmes qui font ce genre de tâches, d'aller faire les courses. Faire les courses, c'est-à-dire acheter de la viande. Puisqu'il y a moyen de conserver la nourriture. Et puis la dernière chose, c'est que ça révolutionne complètement la vie familiale avec l'arrivée de la télévision. Et une fois de plus, la place de la femme dans tous ces pays est en train d'évoluer à une façon considérable. Parce que comme elle passe plus son temps à aller chercher du bois et de la nourriture, elle demande, et elle voit ce qui se passe à la télévision dans les autres pays, elle a une place sociale et politique qui est en train de changer complètement et de révolutionner complètement la société. Donc vous voyez que l'énergie, ce n'est pas seulement un problème économique, c'est aussi un problème social et politique. Bon, j'y reviendrai sûrement. Ça, c'est le système de ce qu'on appelle en termes de spécialistes le mix énergétique, c'est-à-dire votre électricité, elle est produite comment? Donc ça, vous avez le mix énergétique de la Chine, et vous voyez, ce qui est en mauve, c'est le charbon. Vous voyez que l'essentiel, vous voyez, on est en 2002, donc ça date un peu, mais le schéma ne doit pas être faux. J'avais dans un poste ancien, j'allais souvent en Chine avec Anne Lauvergeon d'ailleurs, et avec le président d'EDF. J'avais gardé en mémoire que 50% des trains qui circulaient sur les chemins de fer chinois transportaient du charbon, qui allait dans les usines pour fabriquer de l'électricité. Et 50% de l'électricité fabriquée dans ces usines servait à faire rouler les trains. Donc vous voyez qu'il y a... On viendra après sur les économies d'énergie, parce qu'il y a un changement d'habitude à avoir, nous, dans les pays
industrialisés. Mais il y a des pays non industrialisés qui consomment énormément d'énergie, où il y a des gâchis considérables. On en discutait tout à l'heure, je me souviens quand je suis passé aussi par Gaz de France, le Nigeria, qui est un producteur de pétrole, brûlé à la torche, l'équivalent, donc ça il y a en 1995, l'équivalent de la consommation annuelle de la France. Donc on vous dit de faire des économies d'énergie, mais il faut le faire, hein, et d'éteindre la lumière, mais il y a des sources de pollution atmosphérique, c'est du 30 milliards de mètres cubes dans l'atmosphère par an brûlés, ça fait quelques tonnes de CO2. Hein. Donc il y a des exemples comme ça où on peut faire de sérieuses économies. Alors j'avance, hein, ça sera peut-être un peu décousu, mais ça permettra peut-être de récupérer aussi le retard. Alors je voulais vous dire, l'énergie mondiale est au cœur d'une triple problématique, on en a déjà parlé, la population augmente, la croissance de l'énergie augmente, le réchauffement climatique est une donnée maintenant incontournable, et on vous l'a prouvé dans les deux exposés précédents, l'énergie, les ressources fossiles vont devenir de plus en plus rares, donc ce qui est rare est cher. Donc bonne nouvelle, ne croyez pas que le prix de l'énergie va baisser, que ce soit le fioul, le charbon, l'électricité, tout ça va continuer tranquillement à augmenter. C'était la bonne nouvelle de la journée. Alors en Europe, 450 millions d'habitants. Vous savez que grâce aux directives européennes, l'électricité est devenue un produit concurrentiel et concurrencé. Il y a néanmoins un certain nombre de disparités entre les différents pays qui sont dues essentiellement aux interconnexions et aux sources de production des différentes sociétés historiques des différents pays. Bon, vous savez que l'Allemagne a arrêté la construction de centrales nucléaires et vit sur un parc essentiellement à charbon. Donc je ne vous explique pas, quand le parc à charbon va arriver à terme, la question politiquement va se poser, comment les Allemands vont renouveler leur parc de charbon? Est-ce qu'ils vont continuer à recréer du charbon ou à importer de l'électricité nucléaire d'ailleurs? Donc s'ils diminuent leur propre production en important celle de France par exemple, ça va évidemment faire monter les cours de l'électricité. L'Italie avait une production charbonnière et gazière, un peu de nucléaire, et ils ont aussi un moratoire sur le nucléaire, sur lequel ils sont en train de réfléchir sérieusement. L'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, a longtemps vécu sur ces champs gaziers de la mer du Nord. Or, les champs gaziers arrivent à épuisement, enfin, en caricaturant. Donc, sur quoi les Anglais vont bâtir leur consommation énergétique. On espère bien avec Areva, il n'y a pas de représentant des Grands Bretons aujourd'hui, donc on espère bien quand même vendre quelques centrales nucléaires en Grande-Bretagne. Alors les investissements, c'est-à-dire la construction des centrales qui produisent de l'électricité, ont commencé après-guerre par les grands barrages, et puis après il y a eu la période du pétrole, puis du gaz, et le nucléaire. Et tout ça va arriver en fin de vie. Bon, un barrage, la durée de vie d'un barrage, c'est une centaine d'années. La durée de vie d'une centrale nucléaire, on met 10 ans à la construire, et on l'exploite entre 40, 60 ans, et après on la déconstruit. Mais tout ça fait que ces outils industriels ont néanmoins une fin de vie. Et vous voyez que si on ne renouvelle pas le parc européen, en 2040, on sera mal, comme disent les jeunes. Et donc on va le renouveler. On va le renouveler par quoi? Areva vous l'a dit, il y a quand même beaucoup de chances qu'on le renouvelle par beaucoup de nucléaire. Parce que l'avantage du nucléaire, c'est que l'uranium, on en a pour... si on utilise du MOX pour des milliers, voire des dizaines de milliers d'années devant nous, et puis ça ne pollue pas l'atmosphère, ça n'envoie pas un gramme de CO2 dans l'atmosphère par rapport au fioul et au charbon, et puis on verra
tout à l'heure que c'est beaucoup moins cher que l'ensemble des autres sources de production d'électricité. Oui, un détail, le renouvellement du parc européen va coûter d'ici une trentaine d'années, on a 500 milliards d'euros à trouver pour financer tout ça. Et vous rappelez-vous que je vous ai dit que le prix de l'électricité, comme des autres sources d'énergie, ne baissera pas. Donc il faudra financer le renouvellement de l'ensemble du parc européen. Alors, l'Europe, la France. La France, 78% d'électricité d'origine nucléaire, 10% de thermique classique. Thermique classique, c'est fioul et un peu de charbon. Et puis, renouvelable, 12%. Et alors, vous voyez dans le petit schéma qui est à côté, le renouvelable, 91% du renouvelable, c'est de l'hydraulique. Il y a 520, 540 barrages en France. La France est équipée, on n'a plus on n'a plus de grands barrages à construire, on a des petites usines hydroélectriques qu'on essaye de réhabiliter parce que ça devient très rentable. Et puis le reste, vous voyez, la géothermie, donc c'est l'utilisation de sources chaudes dans les couches enfin sous terre. Le photovoltaïque, c'est le solaire, l'éolien, c'est le vent, et la biomasse, c'est la transformation de déchets on fait macérer des déchets de façon à faire arriver du gaz, et le gaz, on le transforme en chaleur et en électricité. Donc vous voyez que c'est très très faible quand même, hein. Ce qu'on appelle les nouvelles énergies renouvelables. Alors on va parler un peu d'argent aussi. Le coût de production de masse d'origine nucléaire, l'EPR Flamanville qui est en construction, on estime que le mégawattheure produit reviendra autour de 46 €. Alors on passe à la suite maintenant. L'éolien, 70 €. L'éolien marin, donc c'est des champs d'éoliennes en mer, 100 €. Donc c'est déjà, on est à plus du double du nucléaire. Ah, c'est pas fini. Le solaire, photovoltaïque, on est entre prix de revient 300 et 700 € selon l'emplacement. Donc ça fait entre 6 et 14 fois le coût de revient du nucléaire. Alors évidemment, on cherche à augmenter la production d'électricité. Donc l'électricité va devenir rare, enfin les sources d'énergie vont devenir rares, donc tout ce qui peut concourir à produire de l'énergie est le bienvenu. Et dans l'état actuel des choses, si les sources de production alternatives, l'éolien, l'hydraulique, la géothermie ne sont pas aidées par les pouvoirs publics, il n'y a aucune raison que ça se crée. Donc, il y a des aides à l'investissement, d'abord avec des politiques régionales, en Champagne-Ardenne ou en Picardie, on a aidé le photovoltaïque solaire, on a aidé la méthanisation du lisier de bovins, par exemple. Et puis, le gouvernement, enfin l'État, oblige EDF à racheter à des prix qui sont bien au-dessus des prix où nous les revendons, à acheter la production d'électricité. Alors, il y a un mécanisme qui fait que c'est vous qui payez. Vous regarderez, pour ceux qui payent l'électricité sur vos factures, vous avez une petite ligne qui s'appelle CSPE, contribution aux charges de service public de l'électricité. Et là-dedans, vous avez une partie, l'autre partie, dans sa grande générosité, l'État le laisse à la charge d'EDF. Vous payez une partie de tout ça. Alors,
un mot sur la production électrique des deux régions. On a 2 centrales nucléaires en Champagne-Ardenne. Hein. Il y a 2 tranches à Chaux, dans la pointe de Givet, et 2 tranches à Nogent-sur-Seine. Et il n'y en a pas en Picardie. Donc et il y a un peu de NR en Picardie et un peu en Champagne-Ardenne. Donc vous voyez quand même la différence entre la production ENR et il n'y a pas photo, quoi, si j'ose dire. Alors il y a quand même des installations, il y a une centaine d'éoliennes dans les 2 régions. Il y a 54 barrages hydrauliques en Champagne-Ardenne contre 11 en Picardie. Donc il y a des barrages sur la Meuse, sur l'Aisne, sur la Seine, sur la Marne. Et à ma connaissance, il n'y en a pas sur la Somme. Alors, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Hein. Donc les principaux gisements d'économie d'énergie, c'est dans l'habitat et dans le tertiaire. Donc on développe des nouveaux produits à EDF qui ont comme vocation à créer à terme des maisons passives, c'est-à-dire des maisons qui n'ont pas besoin, à la limite, qui n'auraient pas besoin d'être attachées au réseau et qui s'autosuffiraient en énergie. Évidemment, ça se fait que sur du neuf, et vous avez 60 millions de Français qui habitent dans des logements. On ne va pas tout basculer du jour au lendemain, mais on travaille pour les dizaines d'années ou même les siècles futurs. Et puis le transport. Donc j'avais 2 exemples, normalement. Non, ah ben voilà. En Champagne-Ardenne et en Picardie, avec la fédération, vous savez qu'il y a un pôle de compétitivité mondiale agro-ressources qui est partagé au commun aux 2 régions. On a développé, nous, avec la Fédération française du bâtiment, on travaille sur les agromatériaux et on a construit une maison en chanvre, donc avec des murs de chanvre de 60 cm, et on a instrumentalisé, c'est-à-dire on a mis des capteurs partout pour voir comment cette maison résistait aux intempéries et comment se faisaient les échanges de chaleur au sein de la maison, intérieur-extérieur, de façon à regarder si le chanvre pouvait être une alternative écologique au béton et diminuer les consommations d'énergie dans ces maisons. Et puis sur les transports, alors on travaille là sur 2020-2030, on croit beaucoup à la voiture hybride. Alors évidemment, hybride, ça veut dire que ça fonctionne en même temps à l'électricité et à autre chose. L'autre chose pourrait être les carburants de 2e génération, donc qui transforment la plante entière et pas seulement ce que reprochait tout à l'heure l'un des intervenants, c'est de dire on consomme du blé ou de l'avoine ou du maïs pour les carburants, et c'est ça qu'on a en moins pour nourrir la population. Donc les carburants de 2e génération, je résume et je caricature, c'est un peu plus compliqué, ce serait de brûler, de transformer les plantes entières en carburant, et donc nous on croit beaucoup à ça, avec notamment Toyota, et on a des programmes de recherche et de développement. Et Toyota pense qu'en 2030, 80% des voitures vendues, donc 2030 c'est bientôt, hein, donc vous les jeunes, vous roulerez sûrement dans des voitures hybrides que vous rechargerez d'une part à la maison le soir, et puis sur les trajets un peu plus grands, vous fonctionnerez au biocarburant 2e génération. Je relisais tout à l'heure des chiffres sur les 15 pays, les anciens 15 pays de l'Union européenne. Le trajet moyen en voiture est de 3 km et le trajet journalier, l'ensemble des trajets journaliers par individu est de 27 km. Donc finalement c'est très peu, quoi. Voilà, alors c'est vraisemblablement un peu décousu. Vous retrouverez tout si vous le souhaitez. Et je voudrais revenir à ce que je disais au début. L'électricité et l'énergie, c'est pas qu'une matière première,
c'est aussi un produit politique et social. Voilà. Et il faudra l'économiser parce qu'il y en aura de moins en moins, mais il faudra vraisemblablement aussi savoir le partager. Parce que si à 10 milliards d'habitants, vous avez 4 milliards qui ont de l'électricité ou de l'énergie et 6 milliards qui n'en ont pas, ça risque de poser de vrais soucis. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Germain.